Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne RoTalk, la toute nouvelle chaîne de l'IUT de Laval afin de présenter des professionnels, des professeurs et des intervenants. Donc aujourd'hui nous accueillons Régis Servago. Donc est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de votre rôle au sein de l'université et quelle matière vous enseignez? Voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter? D'accord, donc je m'appelle Régis Servago, j'ai la cinquantaine. J'ai commencé l'informatique assez tôt, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont eu très vite compris que l'ordinateur, ça allait être quelque chose pour moi. Donc j'ai grandi avec ça à une époque où c'était pas si courant, ce qui fait que j'ai pris sans doute peut-être un peu d'avance. Et très vite, je suis sorti du côté jeux vidéo pour aller un peu plus vers la programmation. Et j'ai participé à ce qui existait à l'époque, dans les années 90, ce qu'on appelait la scène démo. C'était un petit peu le fait de détourner les ordinateurs de type Atari, Amiga et les premiers PC pour commencer à faire des projections vidéo, des animations graphiques. Donc c'est ça qui m'a amené aujourd'hui à intervenir quelques années plus tard ici en tant qu'intervenant extérieur. J'ai eu un parcours assez compliqué au départ pour trouver ma place parce que comme c'était des technologies émergentes à l'époque où moi j'étais jeune et que je voulais aller vers ça, il a fallu que je navigue un petit peu entre les diplômes et puis les stages ou les différents passages en entreprise pour arriver à un moment où j'ai travaillé ici par exemple avant l'an 2000, mais en tant que technicien pour la partie informatique où je ne faisais pas de cours. J'installais les PC, je faisais en fait voilà ce que fait maintenant Éric Le Bellour. Et la suite de ça, c'est que j'ai été salarié pendant assez longtemps, soit par le biais de l'intérim, soit par le biais des contrats en entreprise dans l'imprimerie, le web et différents domaines en rapport avec le multimédia et l'Internet. Mais j'ai mis longtemps avant de me décider à me mettre à mon compte. Arriver en freelance, en fait, pour moi, c'était plus difficile, c'était savoir se vendre. Donc il a fallu d'abord que je vois, on va dire, en tant qu'employé, ce que je pouvais faire pour après me mettre en indépendant. Et c'est peut-être pour ça qu'ensuite, ici, on m'a proposé de faire des vacations. C'était pour pouvoir compléter ce que les enseignants présentaient d'une manière peut-être plus académique, avec des regards de gens qui sont dans le privé et qui peuvent intervenir. Donc je suis arrivé par la petite porte, on pourrait dire, par la photo. À l'époque, c'était vers 2015 que j'ai commencé à venir faire des ateliers photo ici. Okay. Et puis petit à petit, le hasard des discussions et puis les différents échanges avec l'équipe enseignante ont fait que maintenant j'interviens aussi sur la 3D, sur l'IA, où c'est deux domaines que j'ai beaucoup creusés, notamment pendant le Covid où j'ai pu y revenir. Parce que là, j'ai vu qu'avec le confinement, en fait, il y avait toute une partie de mon activité qui était paralysée. Tout ce qui est mariage, tout ce qui est événementiel, en photo, c'était fini. Et donc ici, j'étale sur 3 ans. En fait, j'interviens sur les 3 niveaux. En première année, on découvre les logiciels, donc tout ce qui est graphique. En deuxième année, on commence à rajouter un petit peu en profondeur, surtout dans le parcours créa, tout ce qui est data visualisation, tout ce qui est 3 dimensions aussi, avec Monsieur Abo, qui fait une initiation Blender. Et puis après, on capitalise là-dessus en troisième année en créa, où là, on va un petit peu plus loin en mélangeant justement ce que l'IA générative permet de faire, tout ce qui est image de synthèse. Et puis on essaye avec Blender d'aller un peu plus vers l'animation et donner des pistes pour ceux qui veulent après aller vers du jeu vidéo ou du trucage, des choses comme ça. D'ailleurs, vous faites quelle matière vous faites au sein de l'UT? Parce que je pense que vous en faites plusieurs. Donc ici, principalement, c'est ça, c'est-à-dire la découverte de tout ce qui est outils d'infographie. Ouais. Et puis après, donc ça se diversifie maintenant avec l'usage de l'IA, qui est quelque chose qui est extrêmement récent en termes de technologie. On va dire, voilà, ChatGPT, c'est arrivé dans nos vies très brutalement, même si c'est des choses qui ont plus de 20-30 ans derrière. En laboratoire. Ouais. Depuis peu, ça augmente beaucoup. Mais maintenant, c'est disponible sur le téléphone. C'est ça. Ouais. Et vous l'avez tous dans le téléphone. Après, il faut arriver à le monétiser. C'est ça la difficulté, c'est que dès qu'on génère un contenu, c'est un peu un coup de baguette magique. On a plus ou moins de chance avec ce qu'on obtient. Le danger, c'est que les clients potentiels le font aussi. Et donc, il faut arriver à leur apporter un plus. Et il faut arriver surtout à téléguider cette IA pour qu'elle nous donne ce que nous, on a besoin. C'est-à-dire lui fournir un contexte, avoir une réflexion, rajouter une part humaine pour que ce ne soit pas juste en fait du vent. Parce que si les clients ont le sentiment qu'ils peuvent faire la même chose avec un prompt, ils auront du mal à passer à la caisse. Et c'était quoi ça a été quoi le déclic de passer du côté loisir au côté monétisation, enfin métier Alors chez moi, ça a toujours été ambigu parce que donc quand j'étais étudiant, j'ai déjà commencé à intervenir en entreprise pendant l'été, par exemple, prendre un job d'été ou faire des choses comme ça. J'étais encore... donc dès 16-17 ans, j'ai cherché à voir comment j'allais pouvoir me payer du meilleur matériel.
Moi, c'était ça l'idée. Mes parents avaient forcément un moment dit stop. Voilà, ça commence à coûter cher, cette passion. Et bon, je pense que tous les gens qui sont un petit peu, avoir envie d'avoir une machine qui tourne bien, d'avoir des accessoires, etc., on se rend compte que c'est un sacré budget. La photo, c'est encore pire, parce que tous les gens qui ont une passion, que ce soit la musique, la moto ou autre, savent très bien que l'argent nous brûle les doigts dès qu'il y a des nouveautés qui sortent. Et donc moi, l'idée, c'était plutôt de voir qu'est-ce que je pouvais faire pour rester en avance. Et la chance que j'avais, c'est que mes parents étaient profs de langue, j'allais en Angleterre très régulièrement, et j'avais presque 6 mois, 1 an d'avance sur ce qui se passait en France. Et donc j'ai commencé à faire des tutos. Alors c'est marrant de dire ça, mais le déclic pour moi, ça a été que je me suis rendu compte qu'avec un ordinateur Amiga, je pouvais télécharger des logiciels et les apprendre en anglais, et commencer à faire des tutos en français pour des gens qui avaient peut-être envie de s'initier sans forcément se taper beaucoup de docs et beaucoup de... Donc j'ai vendu mes premiers cours, j'étais encore mineur, au magazine. En fait, il y avait Amiga. Ah oui, ok, c'était des magazines, pas de vidéos. Non, ça n'existait pas, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas tout ça. C'était pas des tutos. Ah non, il n'y avait pas. En fait, on n'avait pas d'internet, mais par contre, on pouvait par téléphone, on pouvait brancher un modem dessus et déjà échanger des datas. Ok. Donc, c'était l'époque où on piratait les jeux en s'envoyant des disquettes et tout ça. C'était très. Pirate. C'était les dinosaures. Ouais. Donc ça a bien changé. Pour nous. Par contre, moi, ce que je vis qui est vraiment exaltant, c'est que aujourd'hui, en fait, on a en 10 minutes ce que nous, on attendait des fois une journée, une semaine. Et donc, par contre, le danger de ça, c'est que par contre, pour vous, du coup, la valeur, elle est beaucoup plus difficile à obtenir en face, parce que les personnes, elles se disent, oui, c'est 3 clics, c'est Photoshop, c'est facile. Et donc, pour vous donner une idée tout bêtement, il y a une époque, je reviens en arrière, où je me dis... le midi, au lieu d'aller manger au restaurant universitaire, je restais pour avoir accès à une machine avec un logiciel, et puis je faisais des petits gifs animés, et ça faisait l'équivalent de 200 € pour nous. À vendre après. Voilà. Et ça se vendait à quoi? À des entreprises Oui, des gens qui avaient envie d'avoir une bannière qui clignote pour mettre dans les années 90 sur un début de site. Parce qu'à l'époque, c'était des savoir-faire où il fallait avoir Photoshop 2.5, il fallait savoir exporter un format... Donc, il y a une accélération. Il y a une vraie accélération. Il y a une démocratisation, parce qu'aujourd'hui, on est tous obligés d'avoir un PC, on est tous obligés d'avoir une connexion. Et le danger de ça, par contre, c'est que le ticket d'entrée pour arriver dans le digital, il est très bas. Aujourd'hui, les gens qui sont au chômage, on leur dit tiens, tu vas te former pour être webmaster. 3 semaines après, ils font des sites en Wix. Et puis souvent, ils vont aller les faire sur le Bon Coin, des tarifs très bas. Donc nous, qui arrivons derrière, on essaie de faire un travail qui est un peu plus quand même qualitatif. On essaye de trouver des projets qui vont nous permettre aussi d'avoir une vie. Donc je pense que le point de vue que j'amène moi, peut-être en renfort de mes collègues qui ont une approche pédagogique déjà pour faire passer les savoirs, moi ce que j'essaie de voir, c'est avec vous, comment vous allez trouver votre place dans un monde en fait qui est en mutation de façon vraiment accélérée, et surtout comment vous allez gagner votre vie avec ça, parce que j'allais dire, c'est bête à dire, mais pour vous donner une idée, là, cette année, je ne fais pas de mariage pendant l'été. C'est un choix. J'ai décidé de fermer mon studio aussi pour pouvoir faire des travaux dedans, pour me réadapter à l'après-Covid. Et je suis beaucoup moins stressé. Tout le monde me le dit autour de moi. Mes proches me disent qu'est-ce que tu es beaucoup plus détendu depuis que tu es à temps complet à l'IUT. Parce qu'avant, j'avais les deux. Et avant, j'avais peut-être un mi-temps là à faire des cours. Et en même temps, il fallait que je cours après les clients. J'avais des clients qui demandaient des choses toujours pour hier. Parce qu'ils sont comme ça, ils ne comprenaient pas le fait que peut-être je leur disais bah non, là, je ne prends pas de nouveaux clients en ce moment. Simplement parce que je ne peux pas jongler sur des semaines de 50 à 70 heures. Donc l'accélération de l'IA a permis aussi peut-être gagner du temps sur toute la paperasse, l'administratif, sur toutes les questions récurrentes, les emails, toutes ces choses-là, pour se consacrer vraiment à la partie créative. Et c'est là où on a une valeur ajoutée, parce que l'IA, elle fait du contenu générique, on est capable de lui faire, je dirais... sortir des choses. Après, très souvent, ce n'est pas exactement adapté aux besoins du client. Et il faut que nous, on ait cette possibilité de faire un travail vraiment sur mesure. Parce que sinon, c'est comme, vous allez dans une boutique, vous prenez une solution, c'est du rapide. Mais ce n'est pas pareil que de faire exprès à quelqu'un un truc sur mesure. Donc ça, c'est vraiment... Mais il m'a fallu peut-être 10-15 ans pour comprendre surtout comment arriver à vendre ça.
Je pense que c'était ça le plus dur. C'est de vendre. C'est-à-dire que c'est pas tellement de sortir des pixels, voilà, c'est ça. Sortir des pixels quand vous êtes à l'aise avec les logiciels, finalement, vous arrivez à faire bon, ça clignote, c'est joli. Le problème, c'est que les gens vont vous dire, ouais, mais bon, est-ce que j'ai besoin de ça? Pas forcément. Et puis à quel prix? Et aujourd'hui, comme on a une concurrence globalisée, c'est-à-dire qu'avant, on travaillait qu'avec les personnes avec qui on interagissait. Après, avec l'Internet, on a commencé à faire tout en numérique. Maintenant, après des confinements qui ont fait qu'on télétravaillait tous, après tout, pourquoi travailler avec quelqu'un qui est à Laval ou à Paris, Ah bah oui. alors qu'on peut aller chercher quelqu'un qui est 2 fois moins cher, tant qu'on parle anglais, Oui, c'est ça, dans le monde. et que même maintenant, il n'y a même plus besoin de parler la langue, parce qu'avec l'IA, on peut Bah oui, traduire ça traduit automatiquement. aussi. Ouais, c'est clair. Donc ça a été, je pense, c'est une mutation. Il y a des avantages et des inconvénients. Il y a des choses géniales qu'on peut faire maintenant, qu'on ne pouvait pas imaginer il y a encore quelques années. Et par contre, il faudra que vous trouviez votre place, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez contribuer à l'âge où finalement en 2 clics, on a quelque chose de potable, et comment vous pouvez faire quelque chose d'un peu extraordinaire. Mais oui, justement, c'est ce qu'on voulait voir aussi, c'est justement pour les étudiants qui nous regardent, etc. Comment vous pourriez nous dire comment on peut se valoriser, comment on peut apprendre à se vendre, nous, quand on sort de ce diplôme-là, justement. Alors, si je devais recommencer aujourd'hui, je pense que je serais bien embêté. Je pense que je serais bien embêté oui. parce qu'avec ce que je sais maintenant, je vous donne un exemple tout bête. Là, je discutais avec des amis derrière moi qui recrutent. Ils me disaient, on reçoit tellement de candidatures maintenant qu'on n'a plus le temps de les regarder. Donc en fait, on a fait un bot. Donc on a un chat GPT on lui a appris ce qu'on cherche, et c'est lui qui épluche les CV. C'est lui qui lit les 2 motivations, et on lui donne tous les CV dans un dossier. On lui dit, tu nous sors les 5 candidats qu'on veut rencontrer. Et la rencontre, en général, elle se fait en visio. Et seulement si vraiment ils estiment que humainement il y a envie d'être ensemble, ils vont vous payer un billet de train en vous disant on veut vous voir. Donc il faut arriver à passer ce barrage de l'automatisation et donc savoir, bon, c'est comme Tinder, voilà, il faut que ça matche. Et si c'est juste un coup d'un soir, le problème c'est que c'est dangereux de baser sa carrière là-dessus. Il faut arriver à capitaliser. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir un vrai vocabulaire personnel en termes d'image, si vous êtes dans la création. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être capable de faire ce qu'on nous demande, mais il faut aussi être force de proposition. Il faut avoir un style. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Mais si vous faites des jolis noirs et blancs, ou si vous avez un style visuel avec des contours bien marqués, ou un style qui est le vôtre que vous aimez, mettez-le en avant dans le portfolio, parce que ça fera la différence par rapport à quelqu'un qui fait un peu de tout, mais sans avoir vraiment de points forts. Et puis surtout développer les soft skills, c'est-à-dire le fait que même si vous êtes un gros geek qui est à fond dans quelque chose qui intéresse 10 personnes dans le monde, il faut que vous arriviez à emballer ça dans quelque chose qui rend, je dirais, facile d'accès ce que vous êtes capable de faire. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont trop dans leur bulle, et c'est souvent ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à se vendre. Et moi, c'est certainement le premier reproche que je pourrais me faire rétrospectivement, où je me dis j'étais vraiment un peu un extraterrestre par rapport à ce milieu du travail. Et il a fallu que je fasse un petit peu un effort pour prendre le téléphone, aller voir les gens. Parce que c'est vrai que sinon on a trop tendance, on envoie un SMS, on envoie un mail, c'est facile. Mais si on se fait ghoster, on n'a pas de réponse, on n'ose pas aller demander pourquoi. Mais très souvent, les gens vont nous dire juste, bah ouais, mais en fait, soit ils vont vous dire vous êtes trop compétent. Ça veut dire on comprend rien à votre CV. Vous êtes peut-être trop par rapport à ce qu'ils ont vraiment besoin. Ou sinon, simplement, ils ont envie d'un profil peut-être plus commercial, c'est-à-dire quelqu'un qui est à l'aise, quelqu'un... Et ça, nous, en informatique, c'est vrai que on a tendance à être un petit peu plus à l'aise derrière l'écran. Oui. Faut pas hésiter à aller dans les salons, rencontrer les personnes, serrer les mains, montrer sur une tablette votre boulot, et puis essayer de participer, je pense à ce mouvement qui est en train d'arriver maintenant, qui est de dire en fait, voilà, la technologie, c'est pas juste une affaire de scientifiques, c'est dans notre vie à tous. Oui, c'est clair. Donc idéalement, vous voyez les choses avec un œil différent si vous n'êtes plus dans l'idée de essayer d'épater la galerie sur de la performance technique, mais si vous commencez à sortir de ça, de se dire ça c'est un truc pour nous, mais les autres personnes, ce qu'elles apprécient, c'est le service rendu. C'est-à-dire, est-ce que c'est facile à utiliser? Est-ce que ça répond aux problèmes que je rencontre pour m'améliorer au quotidien? Et surtout, est-ce que c'est quelque chose en fait
qui est à un niveau de complexité qu'ils peuvent gérer. Parce que pour beaucoup de personnes, finalement, devoir aller se connecter sur un site, rentrer dans des tas de formulaires, etc., c'est complexe. Si vous faites simplement une vitrine sur téléphone où c'est simple, c'est pas très compliqué à mettre en route. Simplement pour eux, ça va enlever tout ce qui les freine. Et ça, vous aurez peut-être plus d'argent en faisant quelque chose qui vous semble finalement pas... Donc notre gros problème à nous, c'est sortir du côté la fascination qu'on peut avoir pour la techno en elle-même, et puis se dire à quoi ça sert, et surtout qu'est-ce que je peux faire pour ma grand-mère ou pour un enfant qui a des déficients visuels ou quelqu'un qui a des difficultés à lire peut-être les phrases trop longues, pour que ce soit assez intuitif. Donc il y a un gros travail d'interface. Je pense que c'est l'élément sur lequel on pourra le plus nous travailler. En MMI, en fait, il y a beaucoup à faire pour rendre accessibles les technos émergentes. Ça, je crois que c'est l'avenir pour vous. C'est essayer de penser à comment rendre un service transparent. Là, vous avez vu les IA, maintenant, on peut leur parler. C'est-à-dire qu'on n'est même plus à devoir taper un prompt. On dit, coucou, j'ai besoin de ça. Donc en fait, on est dans l'idée de l'assistant. Et on n'a pas besoin de décrire parfaitement les choses. On a qu'à dire, tiens, j'ai une image, regarde cette image. Et puis, donc là, bon, je prends un exemple tout bête. J'ai vu cette application-là où on prend en photo son assiette. Et ça va nous dire, j'ai vu qu'il y a à peu près tant de grammes de ça, tant de grammes de ça. Et ça va nous calculer les calories, par exemple, pour quelqu'un qui veut faire attention à son poids, un sportif qui a besoin de faire attention. Ou bien, au contraire, votre frigo, vous prenez une photo du frigo et il vous sort des recettes que vous pouvez faire avec ce qu'il voit dans le frigo. Donc ça, c'est tout simple pour eux à utiliser. Ça demande certainement, niveau code derrière, c'est quelque chose de vraiment assez intéressant à faire. Et je pense que pour la vie de tous les jours, c'est génial parce que pour votre liste de courses... C'est rendre accessible l'IA à un outil un peu complexe. Donc, ça permet de penser à un avenir en train de se dire il faut inventer des nouveaux usages. Quelqu'un qui est perdu, qui ne parle pas la langue, qui gère son chemin, est-ce qu'il peut scanner l'endroit où il se trouve, géolocaliser, et hop, on a une voix qui va le guider. Ou bien, donc vous voyez que toutes ces télécommunications-là, en fait, les fabricants d'interfaces et autres... Maintenant, ils ont compris qu'on a tous un téléphone, on a tous un abonnement 4G et mieux. Donc, on va pouvoir avoir des services temps réel, on va pouvoir avoir des... Est-ce que vous pensez que la façon d'enseigner, même en MMI, même partout, va changer justement avec l'IA? C'est énorme, c'est énorme. Là, je suis en train de... Je teste un peu tout ça parce que justement, je me dis, on a un problème. Le premier problème, c'est arriver à ce que vous fassiez un usage responsable de l'IA. C'est-à-dire ne pas essayer de tricher avec l'IA, mais plutôt d'assumer le fait que vous l'utilisez, que c'est normal. Nous, c'est la même chose. On peut très bien l'utiliser, par exemple, pour aider à développer un parcours pédagogique, peut-être créer des fiches. Souvent, moi, je vous dis, voilà, vous pouvez très bien trouver dans Wikipédia des réponses. On peut aussi demander à l'IA d'aller compiler un topo sur un sujet et vous faire un PDF pour vous à télécharger. Moi, j'ai tendance à vouloir vous dire, faites-le vous-même, parce que ça vous permettra de développer cette compétence pour que plus tard, quand vous serez sorti du BUT et que vous serez tout seul en roue libre, en fait, à continuer à vous former, à continuer à avoir ce dialogue pour dire, par exemple, la typographie, on en parle beaucoup, c'est un sujet qui est jamais terminé, ça évolue aussi avec le fait qu'en français, par exemple, on avait des règles différentes des pays anglo-saxons. Et maintenant, comme toutes les publications scientifiques sont en anglais, la typographie française, elle a tendance à se rapprocher des standards qui vont être maintenant de toutes les publications scientifiques. Et moi, j'ai acheté des bouquins quand j'avais votre âge de typographie pour apprendre comment on met les espaces avant, après la virgule, etc. Est-ce qu'on colle les mots, comment est-ce qu'on agit? Et je me rends compte que tout simplement, 20, 30 ans plus tard, j'ai jamais fini d'apprendre et que je passe mon temps à aller poser des questions. J'ai besoin de publier un truc, j'ai une bibliographie à faire, etc. Comment je formate mon texte? Et ça, c'est pas quelque chose que vous avez envie, je dirais, de mémoriser au-delà du raisonnable. Ça demande trop de savoir-faire. Comment je coupe les mots? Est-ce que je dois mettre une majuscule au nom des pays ou au nom des... Donc, toutes ces choses-là, vous avez l'habitude, au bout d'un moment, ça devient des automatismes. C'est comme vos raccourcis clavier, en fait. C'est au fur et à mesure de faire. Ça vient dans les doigts. Et au bout d'un moment, quand on lance Blender la première fois, on a la trouille parce que ça part dans tous les sens et qu'on se dit et puis dès que ça fait un an que vous faites Mimuse avec, ça vient tout seul. Donc le parcours du prof, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus un parcours vertical où on est les gens qui savent et on doit quelque part être dans une espèce de rapport de force ou de domination, de supériorité. Je pense que c'est beaucoup plus un boulot de coach où on vous accompagne pour que vous soyez vous-même en capacité en fait de vous former aux différentes technologies. Moi, j'essaie surtout de vous dire, vous pouvez le faire, donc on est là pour vous encourager, pas pour vous sanctionner. On est plus à essayer de faire éclore les talents qui sont déjà latents chez vous,
Par contre, effectivement, si on voit que vous êtes un peu feignant, etc., il faut qu'on vous recadre en vous disant Ouais. attention, c'est que vous allez être dans un milieu qui est très très compétitif. C'est clair. Dans le numérique aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont là parce que en fait, c'est attractif. C'est sûr que d'aller bosser dans le bâtiment ou faire un métier C'est qui va être moins- pénible, ouais. on a tendance. Mais le danger, c'est aussi que, comme c'est un métier passion, c'est un métier qui peut donner un petit peu envie, on a aussi plein de gens qui arrivent là parce que simplement, ils ont l'impression que ça va être facile. Ouais. C'est pas du jeu Alors- vidéo. Hein. Non, pas du tout. Ça demande des vrais investissements personnels. Et puis surtout, on est tout le temps dans une remise en question. C'est-à-dire que ce que je sais aujourd'hui, dans 5 ans, je sais que c'est quasiment périmé. Oui, c'est clair. Il y a des fondamentaux qui vont être tout le temps là. Donc moi, je vous disais, les couleurs, les formes, le vocabulaire visuel, la façon dont vous allez mettre en page. C'est sûr qu'avec un écran, maintenant, avec tous les formats qu'on a, Oui. il faut être capable De d'adapter. gérer. Par contre, vous savez très bien que tel truc n'est pas lisible et que si vous avez une personne un peu myope, vous allez la perdre, ou bien que quelqu'un qui est daltonien ne va pas arriver à... Donc ça, c'est les bases qui marchent en art plastique, qui marchent en communication, qui marchaient à l'origine où on faisait de la mise en page en découpant des bouts de papier avec des post-it. Et maintenant, le fait en numérique, ça va beaucoup plus vite. Oui. Et effectivement, vous pouvez demander à Canva de vous faire un template et avoir un truc bidon fait en 3 minutes. Le problème, c'est que votre client, est-ce qu'il va accepter de payer 2-3 000 euros pour ce genre de travail? Non, jamais. Oui, c'est clair. Donc, soit vous avez du client qui veut quelque chose de vite fait pour les réseaux sociaux et c'est du jetable. Dans ce cas-là, la solution Canva, elle est adaptée parce qu'on ne perd pas de temps. Oui. On va juste personnaliser quelque chose de standard. Ou au contraire, vous avez quelqu'un qui arrive qui dit attention, je veux du sur-mesure, cousu main. Je veux un truc vraiment qualitatif parce que ça va être vraiment quelque chose qui va derrière générer du chiffre d'affaires. Il ne faut pas qu'on se plante. Là, vous allez réfléchir un peu plus et puis vous allez essayer de lui fabriquer vraiment la solution parfaite. Mm. Et je pense que c'est là-dessus qu'il y a encore un avenir où l'IA va nous aider à creuser la réflexion, faire une étude de marché, proposer un dossier en fait qui va étayer la proposition graphique. Par contre, il ne faut pas prendre l'IA comme une loterie en disant tiens, j'ai changé 4-5 fois mon prompt et puis j'ai fini par avoir un truc qui est potable et puis je vais vendre ça comme bon. Ça, après, c'est une discussion à avoir avec votre client. Il faut lui dire jusqu'à quel point vous voulez avoir un contenu exclusif. Oui, c'est ça. Et comment on gère le prix? Comment on se dit que ce logo-là, il coûtera, je sais pas. Alors, je crois qu'il faut sortir de la grille. Moi, j'ai longtemps souffert du fait que j'étais salarié au départ. Oui. Tant que j'étais salarié ou en intérim ou des choses comme ça, on me disait tu vas aller faire tant d'heures, tu vas être payé tant. Oui. Et en fait, c'était un rapport bon, est-ce que je gagne 1 euro la minute ou est-ce que je gagne 2 euros la minute Ouais. Et la valorisation, elle est comme quelqu'un qui serait à travailler en usine. Le problème, c'est que ça ne vous encourage pas à être performant. Non. Si vous mettez 5 minutes à faire un truc, vous serez payé moins que si vous mettez 3 heures. Donc autant être non. Donc, c'est pas bon. Ouais. Du jour où j'ai commencé à comprendre qu'en fait, la logique de l'entrepreneur, elle est autre, elle est d'essayer de trouver un marché pour lequel il n'y a pas de solution et où il y a un vrai problème identifié. C'est-à-dire qu'il y a une niche. Là, on se dit, là, il y a des gens en souffrance, ils ont quelque chose qui ne va pas, et nous, on peut en fait leur simplifier la vie ou les soulager d'une douleur. Il faut les aider à prendre conscience de l'importance du problème. Et au départ, on est un petit peu forcé. Je veux dire, moi, je ne vous cache pas que j'ai longtemps été en porte-à-faux, c'est-à-dire que j'avais en fait un travail alimentaire dans lequel je faisais ce que techniquement je maîtrise, même si j'aime pas ça, ce qui m'a aidé à financer des projets artistiques dans lesquels je m'éclatais, mais qui gagnaient rien. Parce que musicalement, graphiquement, ça se vendait pas très bien, parce que c'était pas forcément des choses qui étaient populaires. Après, si vous avez trouvé votre équilibre, souvent c'est parce que vous êtes à l'aise avec le fait qu'il y a des projets, on gagne bien sa vie, même si on s'emmerde un peu à faire des choses qui sont pas très créatives. Ça permet au moins de payer un loyer, d'avoir un niveau de vie confortable, et ça vous permet, entre guillemets, de vous payer du temps libre pour pouvoir faire quelque chose que vous aimez vraiment. Donc il y a beaucoup ce dilemme-là, parce que souvent on a une mentalité un peu artistique, on a envie de faire des choses qu'on trouve belles, et c'est pas toujours ce que le client veut acheter. Oui, il y a ça. Le pire, c'est ça, quand votre client vous demande de faire un truc moche, et que vous avez le sentiment que c'est pas... Et vous trouvez ça laid, et vous êtes obligé de vous dire, si je perds le client parce que je refuse, il va aller voir ailleurs. Ouais. Je vous donne un exemple tout bête. En mariage, par exemple, il y a un moment, j'ai eu des personnes qui sont arrivées, et j'avais fait des photos que j'estimais très bien telles quelles, et ils ont commencé à me dire est-ce que vous pourriez nous faire alors toute la photo en noir et blanc sauf le bouquet et les 2 têtes des mariés. Je les ai regardés, je dis vous parlez de l'effet ringard des années 80 là, le détourage sélectif là, la désaturation partielle, et ils me disent ah ouais. Et pour moi, en fait, c'était ringard, beauf et tout. Et j'avais pas envie de faire ça. Je me disais, s'ils commencent à montrer ça partout, je vais passer pour...
Donc je leur ai dit, vous vous rendez compte que j'ai passé un temps fou à mettre au point des réglages de couleurs, etc. pour que vous ayez un rendu vraiment classe, un truc un petit peu haut de gamme. Et puis là, vous me demandez de faire un truc, c'est complètement en dehors de mon portfolio habituel. En fait, j'ai dit, à la limite, je veux bien le faire, ça vous fait plaisir, mais je veux pas mettre mon nom là-dessus. Oui. Le compromis, il est là. Ouais. Parce que j'ai pas envie que d'autres personnes viennent me demander ça. Et au bout d'un moment, quand vous avancez dans votre carrière, vous commencez à filtrer en fait ce que vous mettez sur votre book en vous disant je ne mets plus les trucs que je n'ai pas envie qu'on me demande. Oui, c'est ça. Ouais. Comme ça, en fait, ça fait une sorte de pré-tri. Ouais. Et les gens qui vous contactent, c'est uniquement parce qu'en fait, ils ont vu ce que vous mettez en avant et se disent. Ça fait un tri. Voilà. Mais par exemple, aujourd'hui, je fais plus de PHP. Mais honnêtement, si j'avais jamais fait de PHP, je pense pas que j'aurais une maison. Parce qu'avec ce que je faisais uniquement en images, s'il n'y a pas eu de code un peu derrière, je ne sais pas si une banque m'aurait fait confiance pour dire il est auto-entrepreneur, sa femme est aussi dans un métier créatif, ils veulent une maison, est-ce qu'ils vont arriver à s'en sortir pendant 20 ans C'est dur d'avoir un crédit. Nous, on n'est pas allé en fait dans une grosse ville à cause de ça. On avait calculé que vivre en appartement à Paris, on serait malheureux. On voulait des enfants. On s'est dit, on aimerait bien qu'ils aient un milieu pour grandir quand même, où ils aient un peu de nature, que ce soit pas trop. Et les grands-parents étaient dans la région, donc on s'est dit, bon, comment faire Et on avait le choix entre Nantes, Rennes. Bon, moi, j'ai habité à Rennes avant, j'ai vu ce que ça devenait. Je me suis dit, le prix du mètre carré et le genre de vie qu'on va avoir, non. Nantes, j'avais ma belle-sœur là-bas. On a vu ce que ça devient aussi. Moi, j'étais plus à me dire... et puis, j'avais pas envie d'aller au Mans. Et finalement, on s'était dit, voilà, on voudrait être à moins d'1h30 de Paris. Entre les deux. Il nous faut la fibre. Et moi, j'avais quand même des contacts dans l'écosystème avec Laval Virtual. Donc ici, c'était facile de revenir. Par contre, la première année, le retour à Laval, c'était en 2005. Et j'ai travaillé dans le tourisme et j'ai travaillé plutôt à faire un système avec du PHP 5, du code plutôt base de données, une billetterie avec un paiement en carte bancaire. On m'a pris pour ça. Donc c'est assez sérieux. Ils m'ont pris parce qu'en fait, j'arrivais du milieu culturel et que je savais faire une réservation en ligne avec paiement en carte bleue par Internet. Ça a été ça le critère. Et aujourd'hui, c'est important d'aller à Paris pour les métiers créatifs Aujourd'hui, je virtualise tout. Je ne me déplace quasiment plus. En fait, souvent, j'y vais quand il y a un salon ou un truc. Mais là, franchement, depuis le Covid... Maintenant, il n'y a plus besoin. Non, depuis le Covid, maintenant, je fais tout en visio. Oui. Et puis, les gens avec qui je continue à travailler, en fait, maintenant, c'est beaucoup de gens qui sont à l'international aussi. Oui. Et donc, en fait, tout se passe par mail, tout se passe par visio. Donc, c'est clairement ça. Je vais pas aller à Minneapolis pour rencontrer quelqu'un juste pour signer un papier. Oui, c'est clair, ouais. Donc il y a des secteurs dans lesquels vous allez vous trouver des affinités avec d'autres personnes. Le problème de construire une carrière, c'est ça. C'est bien de savoir où vous voulez aller. Il faut avoir une boussole un peu pour vous rendre compte. Et je m'éloigne de ce que je veux. Et puis après, il y a des contraintes matérielles. Je veux dire, si vous voulez avoir un bon PC, des logiciels performants, vous pouvez vous permettre de faire que des petits projets qui ne rapportent pas. Il y a de temps en temps, il faut accepter de faire un truc parce que vous voulez avoir une bonne bécane et que faut peut-être accepter de travailler un mois sur un truc ennuyeux. Ok. Donc le secteur, il évolue tellement vite que je sais que ce que je vous dis aujourd'hui, dans 2 ans, ce sera déjà obsolète. Donc garder la capacité à rebondir. C'est ça vraiment. Et pas déprimer parce que, on sait que le marché est tendu, on le sait. Merci à vous pour cette interview. Merci beaucoup. Et à bientôt. Ah oui. Oui, on espère faire d'autres épisodes, nous.